oublier le paradis tropical. Pas de palmiers ondoyants, pas de plages de sable blanc. C'était Iwo Jima, 20 km² de cendres volcaniques. Un bout de rocher désolé et nauséabond. Des fumerolles de soufre s'élevèrent du sol. L'air lui-même semblait empoisonné. C'était un lieu infernal, bien avant que le premier Marine n'y pose le pied. La flotte américaine apparut à l'horizon, une armada immense. Transportant des milliers de jeunes hommes, ils se dirigeaient vers cette île. Une île dont la plupart n'avaient jamais entendu parler. Une île qui allait bientôt devenir tristement célèbre. Sous la surface noire, un ennemi attendait. Enterré, préparé, résolu. Il ne se rendrait pas facilement. Ce combat serait différent. Ce serait une bataille où chaque centimètre se paierait cher. D'usure pure et totale. Iwo Jima. Le nom lui-même finirait par évoquer quelque chose de terrible, quelque chose d'héroïque. Pourquoi Iwo Jima? La réponse se trouvait dans le ciel. L'Amérique portait le combat jusqu'au Japon. Des bombardiers B-29 à long rayon d'action décollèrent des Mariannes. Leur cible, le Japon continental. Mais le voyage était long et périlleux. De nombreux avions, endommagés ou à court de carburant, étaient en perdu. Ils avaient besoin d'un refuge sûr. Iwo Jima se trouvait presque parfaitement à mi-chemin, entre Seppan et Tokyo. Elle possédait 2 aérodromes. Un troisième était en construction. Prendre Iwo et les B-29 auraient une piste d'atterrissage d'urgence. Ils bénéficieraient d'escortes de chasseurs décollant de ces pistes. Cela sauverait des vies américaines. Stratégiquement, cela paraissait essentiel. Un tremplin vital vers la victoire. Le haut commandement américain en voyait la valeur. Il savait que le Japon la défendrait avec acharnement. Mais il pensait que ce serait un combat court et intense. C'était une grave erreur de calcul. L'île elle-même était une forteresse. Les Marines allèrent le découvrir bien assez tôt. 19 février 1945. Jour J. Pendant 3 jours, les navires américains avaient pilonné Iwo Jima. Les canons crachèrent le feu. Les bombes pleuvaient. La Navy avait jeté toutes ses forces sur l'île. Beaucoup de Marines dans les barges de débarquement nourrissaient un sombre espoir. Assurément, rien ne pouvait survivre à ce bombardement. Assurément, la résistance serait faible. Ils étaient jeunes. Ils étaient les courageux. Et ils étaient sur le point d'apprendre une dure leçon. L'île était calme. Trop calme. Les premières vagues de Marines atteignirent les plages. Le sable volcanique noir était un cauchemar. Il enlisait les hommes. Il engloutissait les véhicules. Impossible d'y creuser de véritables trous de combat. Juste de la cendre mouvante et traîtresse. Pendant un court instant, les Japonais retinrent leur feu. Ils laissèrent les plages se remplir. D'hommes. De matériel. Une patience mortelle. Un calme calculé avant la tempête. Gap 2S. Puis, le piège se referma. Depuis des positions cachées. Depuis des casemates en béton. Depuis des grottes profondes au cœur du Suribachi. Les mortiers s'abattirent. Le hachoir d'Iwo Jima avait fait ses premières victimes. Section 4. Le labyrinthe de Kuribayashi. Une nouvelle forme de guerre révélée. La défense japonaise était orchestrée par un seul homme. Le général Tadamichi Kuribayashi. Il interdit les traditionnelles charges banzai. Il savait qu'elles étaient un gaspillage, suicidaire. Ses ordres étaient les clairs. Tuer 10 Américains avant de mourir. Combattre depuis des positions préparées. Combattre depuis les souterrains. Faire payer aux Américains chaque centimètre d'Iwo Jima. Sa stratégie allait transformer l'île en un charnier. Kuribayashi avait transformé Iwo Jima. Il avait créé un vaste réseau interconnecté. 17 km de tunnels. Des milliers de grottes, casemates, blockhouse. Des pièces d'artillerie cachées, puis déplacées à travers les tunnels. Ces hommes étaient la plupart du temps invisibles. Ils combattaient, puis disparaissaient, pour ne réapparaître qu'ailleurs. Les Marines combattèrent des fantômes. Des fantômes armés de balles bien réelles. C'était une nouvelle forme de guerre pour les Marines. Il n'y avait pas de ligne de front claire. La mort pouvait venir de n'importe quelle direction. D'en haut, d'en bas, de derrière. La progression se mesurait en mètres, pas en kilomètres. Le plan de Kuribayashi fonctionnait. Terriblement bien. Section 5. Un drapeau sur le Suribachi, un symbole forgé dans le feu. Le mont Suribachi dominait les plages du sud. Un cône volcanique de 170 mètres. Sa capture était un objectif clé. Depuis son sommet, les observateurs japonais dirigeaient un feu meurtrier. Prendre le Suribachi était vital. Pour le moral, pour la sécurité, pour la progression. Les Marines du 28e régiment, 5e division, furent donc chargés de la tâche. Ils se frayèrent un chemin vers le sommet, mètre après mètre sanglant. Contre une résistance acharnée tout au long du chemin. Cela prit 4 jours brutaux.
Au matin du 23 février, une petite patrouille atteignit le sommet. Ils hissèrent un petit drapeau américain. Une clameur s'éleva parmi les hommes en contrebas. Depuis les navires au large, les sirènes retentirent. Pendant un instant, il y eut de l'espoir. Le sentiment que peut-être, juste peut-être, le pire était passé. Le secrétaire à la marine James Forrestal vit le drapeau. Il déclara « Cela signifie un corps des Marines pour les 500 prochaines années. » Mais le combat pour Iwo était loin d'être terminé. Le symbole était puissant, mais la réalité était sinistre. Les combats les plus meurtriers restaient à venir. Section 6, 36, jour de brutalité incessante. Le véritable coup. La prise du mont Suribachi n'était qu'un début. La bataille d'Iwo Jima faisait rage. Pendant 36 jours d'agonie, la partie nord de l'île était un labyrinthe infernal. Des plateaux rocheux, des crêtes déchiquetées, des gorges profondes, des lieux aux noms évocateurs comme le hachoir à viande, la gorge sanglante, la colline 382, la poche de Cushman. Chacun devint un nouveau champ de bataille. Chacun fut imbibé de sang. Les combats étaient acharnés, impitoyables. Les Japonais, cachés dans leurs grottes et bunkers, combattaient avec une détermination suicidaire. Ils émergeaient en la nuit pour attaquer. Ils organisaient des tirs croisés meurtriers. Il fallait les déloger par le feu, par les explosifs, un par un. Les Marines progressaient lentement, péniblement, utilisant des lance-flammes, des grenades, des charges explosives. C'était un combat sauvage, au corps à corps. Le coût humain était effroyable. Plus de 26 000 pertes américaines, près de 7 000 Marines tués au combat. L'île devint un vaste cimetière. Section 7. Les cicatrices. Qui demeurent, sacrifice, mémoire et la question persistante. Finalement, le 26 mars 1945, l'île fut déclarée sécurisée. 36 jours après les premiers débarquements. 36 jours d'un carnage inimaginable. Iwo Jima était aux mains des Américains. Les aérodromes allaient effectivement sauver des vies. Plus de 2400 B-29 y firent des atterrissages d'urgence. Des milliers d'aviateurs devaient leur vie à ce rocher volcanique. Mais le prix terrible, effroyable. Les questions commencèrent presque immédiatement. Et elles persistent encore aujourd'hui. Pour les survivants, la bataille ne s'est jamais vraiment terminée. Ils ont ramené Iwo Jima avec eux. Dans leurs esprits, dans leurs cauchemars. Les blessures physiques guérirent, pour certaines. Mais les cicatrices mentales, les blessures invisibles, demeurèrent. Ils avaient trop vu, trop perdu. Les liens qu'ils avaient de forger dans cet enfer étaient indestructibles. Ils étaient des frères, unis par un traumatisme partagé. Ils comprenaient ce que d'autres ne pouvaient en pas comprendre. Le vrai visage de la guerre. Iwo Jima était-elle nécessaire? Cette question est débattue depuis des décennies. Certains soutiennent que sa valeur stratégique était indéniable, qu'elle a raccourci la guerre, sauvé plus de vies qu'elle n'en a coûté. D'autres affirment que le coût était trop élevé. Il n'y a pas de réponse facile. Nous devons nous souvenir non seulement de la bataille, mais aussi des hommes qui l'ont menée.